Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Géopolitis. Que dire des 100 premiers jours de Donald Trump à la Maison-Blanche? Ils ont été, à bien des égards, déroutants. Déroutants parce que le nouveau président a effectué quelques retournements spectaculaires. Il s'en est allé guerroyer au Moyen-Orient en ordonnant, à la surprise de tout le monde, des frappes contre une base militaire en Syrie. Il s'est fâché avec la Russie, qui n'est plus ce grand pays avec qui il faudra s'entendre. L'atmosphère semble s'être refroidie rapidement entre Washington et Moscou. La Chine, elle, n'est plus accusée de violer l'économie américaine. Au contraire, Donald Trump se félicite de construire avec Xi Jinping une relation exceptionnelle. Au plan intérieur, Donald Trump a annoncé un budget qui trace les lignes de force de ces 4 prochaines années. Il réclame pour 2018 une augmentation historique du budget de la défense de près de 10%, plus 52 milliards. Une hausse qui sera compensée par des coupes drastiques dans les budgets des affaires étrangères et de l'aide internationale, moins 11 milliards, la santé, moins 15 milliards, l'éducation publique, moins 9,2 et l'environnement, moins 2,5 milliards. Avec notre invité, nous allons décrypter les premiers pas de ce président ébouriffant depuis 100 jours. Mélanie Ohayon en a sélectionné quelques instants. Obama revient dans l'arène, c'est un fait rarissime pour un ex-président. Il critique le décret sur les 7 pays musulmans. Les partisans de Trump rétorquent que leur président tient ses promesses. Il est évident que nous avons quelques divergences avec le prochain gouvernement des États-Unis, comme ce mur que, bien entendu, le Mexique ne payera pas. We will soon begin the construction of a great wall along our southern border. Le clash à la une des chaînes d'infos, la Maison-Blanche qui exclut plusieurs médias, dont le New York Times et CNN, d'un briefing. Nous luttons contre les médias trompeurs. Ils sont faux, bidons. If you want to preserve democracy as we know it, you have to have a free and many times adversarial press. And without it, I'm afraid that we would lose so much of our individual liberties over time. That's how dictators get started. My job is not to represent the world. My job is to represent the United States of America. Une base de l'armée syrienne frappée par des missiles de croisières américains la nuit dernière. Donald Trump a mis sa menace à exécution. Bonjour Alain Frachon. Bonjour. Bienvenue dans Géopolitis, ancien correspondant de l'AFP, du journal Le Monde pendant de nombreuses années aux États-Unis. C'est l'heure de faire un premier bilan. Que diriez-vous de ces premiers 100 jours ? Alors, je dirais 2 choses sur ces 100 jours. Pour la première partie, le style, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un président aussi excentrique. On n'a jamais vu une Maison-Blanche aussi chaotique. La moitié des 4000 hauts fonctionnaires qui devraient nommer n'ont pas encore été nommés. Il gouverne à coups de Twitter. Il insulte la presse tous les jours. Et son porte-parole à la Maison-Blanche, qui fait la conférence de presse tous les jours, est souvent la risée du pays. En revanche, sur le fond, sur les grandes questions qui nous intéressent, il y a beaucoup plus de continuité que ce à quoi on pouvait s'attendre. L'OTAN n'est plus obsolète, il ne veut plus le démantèlement de l'Union européenne, il se rend compte que c'est très dur de travailler avec la Russie, avec le président Poutine. Il avait mené une campagne extraordinairement anti-chinoise. Le voilà qui considère que le président Xi Jinping, le numéro 1 chinois, est un type formidable. Bref, il a pris la mesure de la complexité du réel et il a abandonné tout un paquet de ses promesses les plus farfelues faites pendant la campagne. Et puis il y a eu pendant ces 100 jours quand même un acte fort, les frappes contre la Syrie le 7 avril. Alors il y a eu cet acte qui tranche avec ce qu'avait fait son prédécesseur, puisque Obama, en 2013, face aussi à une attaque au gaz sarin dans la banlieue de Damas, n'avait finalement rien fait. Là, c'est un message fort, c'est un message politique. On ne sait pas trop ce qui a compté pour lui. Est-ce que c'est l'avis de ses conseillers qui lui ont dit « attention, pas d'armes de destruction massive » ou est-ce que c'est les photos que lui a montrées sa fille, qui est l'une de ses principales conseillères à
la Maison-Blanche, Ivanka, en lui montrant des bébés morts. Toujours est-il qu'il envoie un message politique aux Russes. Ce n'est pas une frappe très forte. Il visait un terrain enfin, c'était censé détruire un aéroport. En fait, aucun des missiles n'est allé sur la piste. Il avait prévenu les Russes avant, qui ont prévenu les Syriens avant. Message politique à l'adresse de Moscou. Et puis on est frappé par la composition du pouvoir, l'entourage, le cœur du pouvoir autour de Donald Trump, l'omniprésence des généraux. On n'a jamais eu autant de généraux en retraite dans une administration, dans un gouvernement, depuis la guerre et même peut-être depuis l'histoire politique la plus récente des États-Unis. Il y a au moins 5 généraux à des postes ministériels, tous des généraux en retraite, bien sûr. Il y en a 2 qui sont particulièrement brillants. Il y a le patron du ministère de la Défense, du Pentagone, James Mattis, général en retraite, intellectuel, historien, un homme apprécié de tout le monde, des républicains comme des démocrates. Et puis au Conseil national de sécurité, tout près de lui, à la Maison-Blanche, un autre général très brillant, McMaster. Qui assure une certaine continuité du pouvoir. C'est eux qui représentent la continuité du pouvoir. C'est eux sur lesquels on compte pour calmer un président très impulsif. Et c'est eux qui ont obtenu l'éviction de l'inquiétante idéologue Steve Bannon? Alors, ils n'ont pas obtenu son éviction, mais ils l'ont marginalisé. Ils l'ont marginalisé. Il ne siège plus au Conseil national de sécurité sur toutes les questions de défense. Il est toujours là. Mais si vous voulez, Bannon représentait la face la plus sombre de Trump, c'est-à-dire anti-mondialisation, obsédé par la défense du monde blanc, du monde chrétien blanc, avec toutes les connotations extrêmement déplaisantes que ça pouvait avoir. Oui, c'est eux qui ont marginalisé l'idéologue du Trumpisme le plus sombre. Et puis, durant ces 100 jours, eh bien, l'Amérique opposée à Trump s'est mobilisée. On va le voir en images, et puis on se retrouve juste après. Une marée de bonnets roses converge vers le Capitole et la Maison-Blanche. Nous sommes le 21 janvier, au lendemain de l'investiture du nouveau président. Cette marche des femmes a rassemblé plus de 2 millions de personnes à travers le pays. Elle s'inscrit parmi les plus importantes manifestations de l'histoire des États-Unis contre le sexisme, contre l'intolérance d'un président qui révolte une partie des Américains. I am not as nasty as racism, fraud, conflict of interest, misogyny, ignorance, white privilege. Des plateformes comme MoveOn ou Indivisible relaient la contestation sur les réseaux sociaux. Aux 4 coins du pays, des comités de citoyens s'organisent. Les chercheurs et les scientifiques, eux aussi, se mobilisent contre ce président qui veut réduire de 30% les moyens alloués à l'Agence de protection de l'environnement, après avoir affirmé durant sa campagne que le réchauffement climatique était un canular. Sur les pancartes de la manifestation organisée le 22 avril à Washington, on pouvait lire par exemple « La science au service du bien commun ». La cérémonie des Oscars, suivie par 30 millions de téléspectateurs, n'a pas échappé au mouvement de rébellion. Le maître de cérémonie, Jimmy Kimmel, y est allé de son numéro. This broadcast is being watched live by millions of Americans and around the world in more than 225 countries that now hate us. Meryl Streep a été acclamée longuement, sans doute autant pour son talent que pour son engagement anti-Trump. Parmi les patrons de la Silicon Valley, on avait rarement vu une telle unanimité. Facebook, Microsoft et Google, tous ensemble, ont fait savoir tout le mal qu'ils pensaient des décrets anti-immigration. Mes arrière-grands-parents sont venus d'Allemagne, d'Autriche et de Pologne. Les parents de Priscilla, mon épouse, étaient des réfugiés de Chine et du Vietnam. Les États-Unis sont une nation d'immigrants et nous devrions en être fiers. Signé Mark Zuckerberg. Dans la foulée, la chaîne Starbucks faisait savoir qu'elle engagera 10 000 réfugiés. Et Mark Fields, le patron de Ford, lui aussi, taclait frontalement le président. Lorsque nous voyons des politiques qui vont à l'encontre de nos valeurs, nous ne les soutenons pas. Dans ce cas, nous ne soutenons pas la politique du président. Malgré toutes ces voix contestataires, Donald Trump, selon les sondages réalisés mi-avril, rassemble contre lui 52% seulement d'avis défavorables. Après 100 jours, franchement, on pouvait craindre pire pour un président qui a déjà trahi ou abandonné l'essentiel de ses promesses de campagne. Alain Frachon, vous suivez la politique américaine depuis 30 ans. Est-ce habituel, une telle résistance à un nouveau président? Dans les premiers 100 jours,
je n'ai jamais vu ça. J'ai vu une résistance en 1974, très exactement au printemps et à l'été 74, mais il était déjà dans le courant de son deuxième mandat au président Nixon. Sinon, non, je crois que c'est sans pareil. Le personnage est tellement excentrique, il est tellement volontiers agressif que je n'ai jamais vu une résistance aussi forte de ce qu'on appelle la société civile à un président. Mais pourtant, les sondages lui donnent encore 45% d'opinion favorable. Alors écoutez Marcel, vous avez l'air de trouver ça très important, mais si on regarde les sondages depuis les années 50, par exemple, à 100 jours, aucun président n'est en dessous de 60% de taux de popularité. Ça veut dire que Trump est relativement impopulaire. En tout cas, ça veut dire qu'il s'accroche au noyau dur de son électorat, qu'il ne fait pas de gestes à l'adresse du centre, voire du centre-gauche. Ça lui est indifférent. Il veut satisfaire le noyau dur de son électorat, 40 à 45% de l'électorat. Il y est. Et puis en face, le Parti démocrate, après la défaite grave de Mme Clinton, dans quel état est-il, le Parti démocrate? Il est en mauvais état, il a totalement perdu le contrôle du Congrès, la Chambre des représentants, et puis le Sénat sont aux mains des Républicains, ce qui fait d'ailleurs de Trump un président assez fort. Il est appuyé sur une solide majorité au Congrès, majorité qui lui est fidèle, les Républicains lui sont fidèles, et donc le Parti démocrate est en difficulté. Il y a les élections législatives dans 2 ans, les élections de mi-mandat. Peut-être peut-il espérer récupérer le Sénat. Il n'a pas de leader évident. Il n'a pas de leader évident. La famille Clinton est partie. Les grandes familles traditionnelles du Parti démocrate ne sont plus là. Je ne vois pas le Parti démocrate dans une très bonne situation, en dépit de la relative impopularité de Donald Trump. Alors on a vu cette résistance de la société civile, Donald Trump, mais il y a aussi une résistance institutionnelle. Il y a les juges qui ont bloqué les décrets anti-immigration. Il y a le Congrès quand même qui a retoqué la réforme de la santé. Est-ce que c'est un signe que la démocratie américaine est forte et qu'elle fonctionne même très bien avec un président fantasque? Le système des pouvoirs et contre-pouvoirs fonctionne. Les 2 points forts de Trump, ceux qu'il voulait obtenir pendant son premier mandat, eh bien, il a été retoqué sur ces 2 points. Il y avait les 2 décrets consécutifs sur l'immigration, pour limiter l'immigration essentiellement en provenance des pays musulmans aux États-Unis. Ce sont les juges qui l'ont bloqué. Il les a insultés, il s'est mis à dos ce contre-pouvoir, là, ce qui ne va pas lui rendre la suite forcément facile. Mais le Congrès aussi, y compris les Républicains, ont dit « Nous n'arrivons pas à pondre une nouvelle loi digne de ce nom pour remplacer la fameuse loi sur l'assurance santé qu'avait fait passer Obama. Nous n'y arrivons pas. C'est beaucoup plus compliqué que ce que pensait Trump et de ce qu'il avait annoncé pendant la campagne électorale. » 2e échec. Ce sont 2 échecs importants et assez retentissants, dû au pouvoir, au jeu des pouvoirs et contre-pouvoirs. Alors, est-ce que ce jeu des pouvoirs et la résistance d'une partie de l'Amérique va faire de Donald Trump un président peu à peu normal, ou, selon vous, est-ce qu'il y a des risques de dérapage? Je ne crois pas, Marcel. Trump est un bon tacticien de la politique et c'est un bon tacticien des médias. C'est pas par hasard s'il gouverne à coups de tweets. Il a compris que l'environnement médiatique a changé. Il a compris que ce qui compte, c'est pas tant le New York Times ou les grands journaux télévisés, mais ce sont les médias sociaux, etc. Et il sait que son électorat aime un Trump excentrique, vulgaire, grossier, agressif, qui dézingue toutes les élites du pays. Chaque fois qu'il attaque la presse, son électorat est ravi. Ça ne le fragilise pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il joue à fond ce jeu très démagogue des élites et du peuple, et je crois qu'il s'y tiendra. Ce qui le rend fragile, c'est son imprévisibilité. Et sur la scène internationale, il pourrait déraper? C'est là qu'on a peur. Si vous voulez, sur la scène internationale, en cas de crise, on considère que la parole du président américain à 11h du matin, eh bien, correspond à quelque chose qu'il va faire à 11h du matin. Et on ne s'attend pas à ce qu'il change d'avis à midi, ou encore plus qu'il vous surprenne par un tweet à 5h du matin qui va aller exactement à l'opposé de la politique menée par son administration. Là non plus, nous n'aurons pas affaire à un président normal. Merci, en tout cas on verra bien. Il nous reste peut-être 4 ans pour voir tout ça. Merci Alain Frachon. Bon retour vers Paris, à bientôt. Au revoir. Quelques pistes pour prolonger cette émission et on commence par ce qui nous a inspiré, le blog de Gilles Paris, le correspondant actuel du journal Le Monde aux États-Unis, chronique de la présidence Trump inspirée des tweets en rafale du président.
Je vous encourage à rechercher le documentaire Le début de l'ère Trump, réalisé par Janine Cohen pour la chaîne ABC, diffusion le 30 avril sur RTS2, mais visible durant 30 jours sur le site des docs de la RTS, hélas, en version géolocalisée. Enfin, le dossier Trump de A à Z, c'était à lire dans le Courrier international au moment de l'investiture, édition spéciale parue le 19 janvier. Géopolitis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous qui nous suivez sur la RTS, TV5 Monde et les réseaux sociaux. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.